Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le rappeur Abd Al-Malik. Moi, en tout cas, ce que les écrivains et les livres et les écrivains m'ont apporté, c'est qu'ils m'ont tous dit que l'essentiel est dans la vie et pas dans les livres. Mais il fallait lire pour se rendre compte de ça, tu vois. Ces mots riment, ces mots cognent, ces mots apaisent aussi. En ce début d'année, Abd Al-Malik revient dans l'actualité avec un livre intitulé « Réconciliation » qui vient de paraître chez Robert Laffont. Dans cet essai revigorant, le rappeur utilise sa plume pour lancer un appel à pacifier notre République. Un vaste programme, me direz-vous, mais c'est avec l'enthousiasme, la générosité et l'érudition qui le caractérisent que l'ancien leader du groupe NAP s'adresse à nous. Depuis le début de sa carrière, Abd Al-Malik se bat pour faire tomber les murs qui séparent ses concitoyens, à travers la musique, le cinéma, le théâtre ou encore la littérature, avec l'idée qu'il faut faire confiance aux artistes, à leur regard et à leur sensibilité, pour éclairer une période propice aux tensions, de la rue aux réseaux sociaux. Bonjour Abd Al-Malik. Bonjour. Comment ça va ? Ça va merveilleusement. On fait en sorte que ça aille, c'est important. On fait en sorte, c'est vrai que tout nous pousse à déprimer un peu, non ? C'est vrai ? Ben ouais, parce qu'on vit un moment très 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 particulier et on doit apprendre à réinventer nos rapports avec les autres, etc. Et puis c'est un moment aussi, je pense, qui demande à la fois sérieux et gravité, mais en même temps, il faut qu'on puisse quand même trouver ces endroits de légèreté, ces endroits de vie, quoi. Donc c'est... Voilà. Et ma grande idée, de toute façon, en ce moment, c'est qu'on puisse, à la fois individuellement et collectivement, faire de ce moment une opportunité, en fait. De ce moment difficile, une opportunité. Comment on va faire Comment, en termes de relations humaines, on va réussir à faire des choses plus denses parce qu'on est empêché? Comment on va réussir à créer de nouvelles manières interactives en tant qu'artiste, de pouvoir nous exprimer, de nous connecter aux autres, etc., etc. C'est vrai qu'on en parlera, mais on a tendance à dire en ce moment que les artistes sont empêchés, quelque part. En tout cas, vous n'avez pas les lieux d'expression habituels, vous n'avez pas la scène, vous n'avez pas les cinémas, vous n'avez pas les musées. Mais on peut quand même s'exprimer. Alors, on peut s'exprimer par l'écriture, on va en parler dans quelques instants. Mais un artiste, il doit trouver les moyens de s'exprimer, même dans une période comme ça, non ? Moi, je pense qu'on est tous empêchés. Et les artistes, de toute façon, à tout moment, c'est toujours une sorte de porte-voix à un moment. Mais porte-voix, ça veut dire qu'il y a le collectif, tous ensemble, qui bout, néanmoins émotionnellement, qui vit, qui est... Et en ce sens-là, on est tous empêchés. Parce que, j'ai envie de dire, mes jeunes voisins qui font du bruit parce qu'ils n'en peuvent plus et ils ont besoin de festoyer et tout, c'est parce qu'ils sont empêchés. Et c'est pas des artistes. Et les mamans qui sont là, qui dépriment par rapport à leurs grands garçons, ou ils ont l'impression, ou leur fille, ou enfin, qu'importe. On est tous empêchés. Et nous autres artistes, on est là pour... comment dire ? On est là pour à la fois ramener à l'essentiel et dire aussi, et donner du sens peut-être à ce moment qui est si singulier. Et de mon point de vue, tu sais, je pense profondément que moi, on va en parler peut-être, mais j'ai été malade. Donc j'ai eu... Et ça m'a amené quelque chose donc j'ai eu le Covid, et ça m'a amené quelque chose d'important, c'est que tout d'un coup, j'ai pensé plus intensément que d'habitude à ma propre finitude, de se dire qu'on n'est pas éternel en fait, qu'on est là et puis on part. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on parle pas tant que ça de la mort finalement. En tout cas dans nos sociétés, on va dire depuis les années 2000. Alors, parlons des années 2000, on va pas aller. D'accord. Oui. On parle pas. Et je pense que si on parlait un peu plus de la mort, peut-être que ça changerait pour le bien, j'ai envie de dire, ça changerait nos interactions les uns les autres. On aurait peut-être un peu plus d'empathie, plus de compréhension, plus d'écoute, parce que finalement, qu'importe les points de vue de chacun, on partage quelque chose d'essentiel et c'est notre humanité. Et le propre de l'humanité, c'est qu'à un moment donné, on vit à un moment et puis après on part. Donc ça nous rassemble, ça devrait nous rassembler. Et donc j'ai pensé énormément à ça, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que nous autres poètes, on a des solutions à amener. On a des propositions à faire.
et on mérite d'être entendu. C'est vrai, alors, Réconciliation, c'est le titre de ce livre qui paraît chez Robert Laffont. Je le dis sans ironie, mais moi, la manière dont il est construit, et vu tous les thèmes que tu abordes, je me suis dit, ça ressemble presque à un programme, ça me fait penser au bouquin des hommes politiques un an avant les élections. Alors, je ne crois pas que tu vas te présenter aux élections. En même temps, dans ton livre, tu écris que le temps est venu pour le poète de diriger le monde. Alors, dans quelle mesure c'est un acte manqué d'un homme politique qui n'aura peut-être pas accompli sa destinée? Est-ce que c'est un peu un programme politique, Réconciliation? Mais tout est politique, en réalité. L'idée, c'est de dire que, et j'en parle dans le bouquin, c'est que l'idée, c'est de dire qu'il y a un poison qui s'appelle la com', où tu as des gens qui viennent, qui disent « je vais faire ci, on va faire ça, on va faire comme ça et tout ». Et en réalité, une fois qu'ils ont la possibilité de le faire, ils le font pas, parce qu'au fond, c'est pas ce qu'ils voulaient vraiment faire. Et d'une certaine manière, ça, c'est un programme, mais un programme d'une certaine manière en tant qu'être humain. De dire que, ok, moi plus jeune, j'ai été énormément influencé, on en parlait tout à l'heure, j'ai été influencé par les stoïciens, par ces figures, j'ai envie de dire, philosophiques, où la philosophie, c'était pas juste on discute, mais comment ça se manifeste dans notre vie. Quand je parle de poésie, qu'est-ce que ça veut dire? La poésie, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est chercher à poétiser son existence. Poétiser son existence, c'est chercher le beau. Et la quête du beau, c'est pas juste dans un sens esthétique comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est rendre, comme parlaient les anciens, parler du beau, du souverain bien. C'est-à-dire comment on va être en cohérence entre toutes ces valeurs et notre vie au quotidien. Pourquoi, par exemple, dans mon ouvrage, je parle de Juliette Gréco? Parce que pour moi, Juliette Gréco, c'est la France incarnée. Parce qu'on peut nous parler matin, midi, on peut nous dire que la France est merveilleuse, que la République, etc., etc., etc. Et on peut croire sur parole, mais on le croit surtout en acte. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir les valeurs de liberté, on a besoin de les voir, on a besoin de voir un être libre. Les valeurs de fraternité, on a besoin de voir un être fraternel ou de sororité, etc., etc. Donc, réconciliation, ça veut dire avant, il y a un pas avant, c'est cette idée de reconnaissance. Reconnaître l'autre. Et je le dis assez souvent, c'est que je disais à Juliette, un peu en blaguant comme ça, je lui disais qu'elle était comme Napoléon, comme De Gaulle, ou qu'elle incarnait la France, et elle riait, et elle me disait, mais toi aussi. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça va dans les deux sens. Et une fois qu'on est reconnu, alors on peut se réconcilier avec soi-même, et ensuite on peut se réconcilier avec les autres. Mais encore une fois, pour moi, c'est lié à... Il y a une urgence. C'est pour ça que je pense que tu l'as perçu comme une démarche politique, comme font les... Parce que, d'une certaine manière, et je vais pas les juger, parce que moi, je pars du principe que tout le monde veut bien faire, et puis en chemin, il se passe quelque chose. Oui. Mais sauf que ce que je dis, moi, là, c'est la vérité. C'est pas juste des mots en l'air. Pour moi, les mots sont importants, et précisément parce que je suis un artiste, et précisément parce que la poésie, c'est mon maître mot d'une certaine manière. Et quand je dis que le temps est venu au poète de diriger le monde, c'est pas totalement farfelu quand on sait que Aimé Césaire a fait de la politique concrètement, quand on sait que Malraux était ministre de la Culture, quand on sait que le lien que De Gaulle avait à l'écriture, quand on connaît toutes ces figures-là. J'ai envie de dire, c'est des figures qui sont des figures connues comme des figures politiques, mais qui, avant tout, sont des artistes. Victor Hugo, enfin, on pourrait en citer énormément. Et on se rendra compte que les plus grands changements positifs qui ont eu lieu dans notre pays, c'est quand, de près ou de loin, il y avait des artistes en présence. Je ne sais pas si tu utilises le mot, moi je vais l'employer. Je vais dire qu'on a la sensation aujourd'hui que les artistes sont un peu démonétisés. C'est-à-dire que ce sont des amuseurs, ce ne sont pas des penseurs. Et quelque part, dans les décisions, le fait de ne pas laisser la culture s'exprimer en ce moment, parce qu'on considère que... Enfin, il y a eu cette expression de non essentiel, mais cette dimension que tu décris du rôle de l'artiste, du poète dans la société, moi j'ai la sensation qu'elle est niée par les gens qui nous gouvernent, par les médias aujourd'hui. Toi, tu as cette sensation aussi? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu... peut-être pas tout seul, mais après comme de nombreuses années à faire ce métier, est-ce que tu as l'impression d'être devenu une sorte de résistant de ce mode de pensée-là? Clairement, moi je me considère comme un résistant. De toute façon, le dernier lieu de résistance, c'est dans la culture. C'est le dernier endroit où on peut vraiment résister.
On peut résister parce qu'on peut véritablement être, on peut être force de proposition, on peut être un caillou dans la chaussure, on peut vraiment... C'est le dernier endroit où on peut faire ça. Mais encore une fois, ça part d'une problématique globale. Ça part d'une problématique qu'a l'Occident aujourd'hui. Et cette problématique, donc France, Europe et Occident en général, c'est finalement le règne de la quantité. Le fait que ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on est, mais ce qu'on a. Et ce qu'on vend. Ce qu'on vend. C'est le règne des marchands. Et donc, si tu veux, ça devient un projet sociétal. Et ce projet sociétal, il se manifeste tout d'un coup, tout d'un coup, les artistes sont là pour faire une seule chose, en fait, pour divertir. Et moi, je ne suis pas... Ce que je propose, c'est pas du divertissement. C'est autre chose. Mais c'est pas du divertissement. C'est à côté de cet endroit-là, mais c'est pas cet endroit-là. Je suis pas... on veut transformer tous les artistes, tous les poètes, tous ceux qui seraient liés à la culture, on veut les transformer en amuseurs. On veut les transformer et là, pour le coup, j'emploie le mot à dessein de divertissement. Divertissement, ça ressemble un peu à diversion. C'est-à-dire, on est là pour cacher... il y a quelque chose de plus important qui est en train de se jouer et on met des gens comme ça devant pour détourner le regard d'une certaine manière. C'est pas ma fonction, c'est pas mon métier, c'est pas... Et ça, c'est clair que c'est pas évident à c'est pas évident à mettre en avant et surtout à faire comprendre. Parce que je vais pas dire que les journalistes, les politiques empêchent, mais c'est que eux-mêmes, leur compréhension est biaisée. Parce qu'ils vivent dans cette société et il n'y a pas de rupture. Or, nous, on est là justement pour amener la rupture. Moi, quand je parle avec toi, mon idée, c'est qu'il y ait une rupture. Quand je suis sur un plateau de télé, rupture. Quand je parle à différents médias, rupture. Parce que c'est important tout d'un coup de dire, OK, vous savez qu'on va crever en fait. Vous savez qu'on est en train de parler là, mais vous êtes conscient quand même qu'on va mourir. Vous savez que la maladie existe. Vous savez que cette histoire de Covid, etc., c'est quelque chose, c'est le début de quelque chose. Et que ça va pas... c'est pas parti pour s'améliorer en fait. Et donc on doit créer de nouvelles manières de faire peuple. On doit créer de nouvelles manières de faire collectivité. On doit penser autrement. On doit vibratoirement être autre. Ça ne veut pas dire que la situation sera meilleure à l'extérieur, que tout d'un coup le climat, tout ira bien et qu'il n'y aura plus de pauvres, etc. Mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, on a compris que si on a envie de créer du positif, eh ben, on est condamné à le faire ensemble. Et que le matérialisme, l'individualisme, le fait de ne pas être en réflexion sur les choses, etc., non seulement ça ne marche pas, mais ça nous amène plus vite vers la fin. Ce que je trouvais intéressant avec ce texte, dans la forme, et évidemment la forme, c'est le fond pour toi, tu le dis, tu l'as déjà dit, on en reparlera, c'est que ce texte, qui est très court, il est d'une grande urgence. J'ai la sensation qu'il a été écrit dans l'urgence. D'ailleurs, il parle de problématiques très récentes, comme la loi de sécurité globale. J'ai l'impression que tu l'as écrit avec une sorte de feu, de frénésie, d'urgence, et en même temps que ça part d'une réflexion longue qui vient de loin. C'est à la fois, je sais pas comment on pourrait trouver deux mots pour décrire le livre, mais c'est une urgence réfléchie alors peut-être. Ouais, mais c'est comme, tu sais, c'est comme la vie. Il y a deux temporalités dans la vie. Il y a le carpe diem. On doit être les enfants de l'instant. Et puis, il y a la notion de transmission, d'héritage, de patrimoine, toutes ces choses-là. Ce qui fait partie du temps long, d'une certaine manière. Et c'est comme ça que moi, je me vis. Et quand j'écris Réconciliation, il y a deux forces qui me poussent. D'abord, je suis malade et je suis très malade. Et je me dis, un soir à 2h du matin, comme ça, où je respire avec un filet, je me dis, en fait, si le filet d'air ne sort plus, je meurs. Et je peux mourir là. Oui. Et il n'y a personne. Je suis tout seul. Donc il y a ça. Et puis, comme je fais rien, puisque je suis sur mon téléphone. Je suis sur Internet. Je suis sur Twitter. Et je vois la violence. Je vois une violence qui est waouh. Mais vraiment. Et je me dis, c'est fou quand même. Il faut que j'écrive, en fait. Et je me mets à écrire, et j'écris. Donc, en même temps, il y a ce travail, j'ai presque envie de dire, excuse-moi du terme, qui est un travail spirituel qui dure depuis longtemps. Et qui s'inscrit dans le long. On a parlé des stoïciens tout à l'heure, donc forcément. Et puis il y a le fait qu'on est dans l'instant. On est maintenant, on est là. Et il se passe des choses.
L'idée, c'est de réagir sans être en réaction. Parce qu'il faut prendre du recul, et on parlait de ça tout à l'heure, il faut avoir de la retenue émotionnelle. C'est hyper important, la retenue émotionnelle. Et cette idée de tenue intellectuelle aussi. Donc je suis toujours dans ce double, à la fois enfant de l'instant, et à la fois cette idée sur le temps long, et toujours cette urgence de, en fait, souviens-toi que tu vas mourir, en fait. Est-ce qu'il se passe un jour dans ta vie où tu n'écris pas ? Non, j'écris tout le temps. J'écris tout le temps. Il y a toujours... sur mon iPhone, boum, 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 il y a cette idée qui me passe. Je griffonne un truc, je mets sur un post-it. Je mets, il faut pas oublier ça tout le temps. En fait, c'est en permanence. Tu sais, quand j'écris Réconciliation, c'est presque... je vais pas dire que c'est de l'écriture automatique, mais presque, tu vois. C'est bam, 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 on écrit, on est là, parce qu'on doit dire les choses, et en même temps, on va trouver... et il y a cette urgence, on doit parler d'amour, on doit parler de fraternité, de sororité, etc., sans être cucu les petits oiseaux, mais on doit parler de ça. C'est urgent, parce que si on parle pas de ça, on va mourir, et on est en train de mourir. Donc, voilà. Donc il faut se dépêcher il faut se dépêcher. S'exprimer. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu écris tout le temps, et le support d'expression, finalement... n'a pas d'importance. Où j'allais dire, tu es gourmand de tout. Tu as fait beaucoup de disques, mais tu as écrit tu as même plus publié d'écrits que d'albums. J'ai l'impression, des essais, même du roman récemment. Il y a pas de. Tu as fait du cinéma aussi. Il y a pas de. Du théâtre. Il y a du théâtre que tu faisais même avant le Covid. Il n'y a pas de support qui ne t'intéresse pas, en fait. Tous les lieux sont bons pour toi, pour t'exprimer. Il y a un soufi égyptien du XIIIe siècle qui dit la phrase suivante. Il dit les actes, donc finalement ce qu'on produit, ce sont des formes vides. La vie y pénètre par le secret de l'intention. C'est que pour moi, en fait, ces différents médiums, c'est juste parce qu'ils sont plus opportuns pour exprimer au mieux ce que j'ai envie de dire à un temps précis, à un moment précis. Il y a un moment où je me dis, c'est par le théâtre, parce que ça, il y a telle chose, etc. Le théâtre musical, parce que il y a des moments où je dis, non, ça c'est l'écrit. Et il y a un moment où tu te dis, c'est de la poésie. Non, ça c'est en musique. Et voilà, je fonctionne comme ça. Et c'est jamais, c'est pas prévu à l'avance, c'est pas programmé. C'est vraiment, tu vois, c'est comme tu vas te retrouver avec telle personne qui vient de tel milieu, un autre qui... Et je vais lui parler selon la forme qui est la plus, je dirais, la forme adéquate pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est important. C'est parce que tu respectes l'autre aussi. Dans un ouvrage collectif qui est paru avant Noël, avec d'autres artistes, c'est un ouvrage collectif qui rend hommage à Samuel Paty et qui évoque pour chacun d'entre vous le ou les professeurs qui ont marqué votre enfance. Tu parles de ces professeurs qui t'ont amené sur le chemin de la littérature, de la philosophie, de la lecture. Est-ce que tu te rappelles, toi, le moment où tu es arrivé sur le chemin de l'écriture? Est-ce que tu te vois devant la première fois de ta vie, devant une feuille blanche, en train d'écrire ce que tu penses? Tu te rappelles de ça? À fond. Ça va peut-être te faire sourire. Bon, moi, j'ai grandi dans un contexte particulier. On connaît, ceux qui me connaissent savent et tout ça. Et bon, j'étais délinquant. Bon. Et j'avais un petit journal intime. Et je disais, aujourd'hui, j'ai fait ça. Ça a commencé comme ça, en fait. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Si un policier était tombé sur ça, j'avouais tout ce que je faisais, en fait. Ouais. Mais et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à me raconter. Et c'était un journal intime. C'était un petit journal rose et bleu. Il y avait une ballerine dessus. Il y avait un cadenas. Et donc, je racontais, je fermais tout ça. Et un jour, mon frère aîné, il a pris un ciseau et il ouvre le truc. Et il me dit, il me dit, au lieu de faire tes trucs qui servent à rien, rejoins-nous, on vient de monter un groupe de rap et tu pourras raconter ces histoires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rap. Mais c'est parti de ce journal intime. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est l'éclectisme de tes influences. Quand on lit, il y a une page que j'ai notée, dans la page 112, tu cites dans la même phrase Régis Debray, Spike Lee, Gilles Deleuze, le Dr Dre, Céline, les frères Cohen. C'est
c'est intéressant, ça. Ça veut dire que tu ne t'imposes aucune barrière, aucune frontière. C'est à l'image de ta démarche. Tous ces gens-là, tu les découvres comment? Tu les découvres par hasard? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui te font découvrir Deleuze et les frères Cohen, ou est-ce que tu vas frapper à plein de portes différentes? Tu sais, moi, avant tout, je suis un lecteur. Et en fait, quand tu lis beaucoup, t'as cette habitude, donc tu lis. Et puis, il y a note de l'éditeur. Donc, truc, et il dit, voilà, il y a tel... Et ben moi, en fait, je lisais, note, je sais pas, moi, on va parler de... Parlons de Sénèque, tiens, on parle de Sénèque, et tout d'un coup, il y a un truc, et l'éditeur, derrière, il dit, Épictète, tel truc. Mais c'est qui, ce Épictète? Bon, Épictète, et je vais chercher Épictète. C'était avant Google, hein? C'était avant Google, mais c'est resté. C'est vrai. C'est resté. Et donc, du coup, c'est des habitudes comme ça que j'ai pris. Du coup, quand je regarde un film, quand je regardais ou je regarde un film, tu vois un film, et tu dis, mais c'est ce qu'il raconte, c'est incroyable, et tout ce qu'il dit, c'est magnifique. Et on te dit, mais en fait, le scénariste, c'est un tel. Donc, il y a une musique qui te bouleverse. La musique te bouleverse, tu dis, mais qui a fait... Et ça te ramène... Et c'est comme ça que ça a fait. C'est comme ça, par exemple, j'ai connu des gens... Je sais pas, Nick Cave, je l'ai connu comme ça. Je vois un film, cette musique... mais Nick Cave, mais tu sais qu'il fait pas que des musiques de film. Et il y a ça. Et c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Quand j'ai fait... Il y a des albums... Je suis là, je regarde la télé. Il y avait cette émission-là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de cette émission. C'était sur une chaîne. Et le type qui présentait ça, c'était le directeur de l'Actor Studio. C'était un fan de Pivot. Ah oui, James Lipton. Exactement, James Lipton. Et un jour, donc moi j'étais habitué, je regardais cette émission et tout. Et un jour, il reçoit Coppola. Donc Coppola parle. Moi, j'étais en train de faire un album, j'étais truc et tout. Et Coppola parle du fait que, pour faire court, qu'il avait un livre qu'il trouvait pas spécialement passionnant. Et lui, c'était un grand artiste, il voulait faire de l'art, etc. Et il s'est dit alors, comment il allait transformer cette histoire de mafieux en une histoire épique, en cette histoire d'un roi finalement qui a trois enfants et qui va être héritier, etc. Et je vois ça, je me dis mais c'est incroyable, comment de la petite histoire tu peux en faire la grande, etc. truc et tout. Et en fait il était en train de me donner le modus operandi de comment je devais faire l'album que j'étais en train de faire, etc., etc. Je fonctionne comme ça parce que je pars du principe que on a tous à apprendre les uns les autres, on se nourrit et je dirais même que si on devait me dire, si on me demandait quelle est notre fonction dans ce bas monde, eh ben je dirais notre fonction à tous, c'est de nous donner du courage les uns les autres. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans ce bas monde. Alors je connais un petit peu la réponse déjà. Tu écris tous les jours, tu lis tous les jours aussi, non? Ouais. Tu lis tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui... Alors j'aime bien poser la question à mes invités. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont 5 ou 6 livres différents ouverts sur leur pile près du lit et qui en lisent même plusieurs en même temps? Est-ce que c'est ton cas? Tu sais ce que je faisais? Je disais ça à mon fils, on discutait et tout, parce que lui, là, il lit, mais bon, c'est pas... Et en fait, et il me demandait, il me disait, comment tu faisais quand tu avais mon âge, comment tu faisais? En fait, moi, ce que je faisais, des étés entiers, je prenais une pile de bouquins comme ça, je les lisais, et je lisais, et je faisais ça, en fait. Et ça pouvait durer l'été, et j'ai gardé ça. Et je prends des trucs, et je suis comme ça et tout. Et quand je déménage, la galère, c'est toujours la bibliothèque. C'est toujours tes livres. Voilà, je lis. Mais c'est important. Et attention, quand je dis je lis, c'est pas la quête de la nouveauté, le nouveau... Non, je lis. J'ai les livres sur lesquels je relis, que je reviens. Parce que on lit pas de la même manière. On comprend pas pareil à 15, à 20, qu'à 30, qu'à 40... à 45, les choses évoluent en fait. Et un même livre, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît les grands auteurs, un même livre prend des dimensions et des compréhensions autres selon ce que tu traverses dans ta propre vie. Donc je suis pas nécessairement à la quête des nouveaux écrivains ou des nouvelles écrivaines, mais je lis. Ouais, je lis énormément. Le podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est la tradition pour tous les invités. J'aurais envie de savoir si tu es d'accord avec cette phrase. Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, Abdel Malik? Non, pas nécessairement. Ils peuvent être plus tristes aussi, à force de lire. Parce que... et c'est pour ça que c'est important de cultiver l'espoir. Parce que l'espoir, c'est pas... L'espoir, tu sais, c'est plus un tison. C'est quelque chose qu'il faut à chaque fois alimenter. Et des fois, à lire, selon ce qu'on lit, on peut être dans le désespoir. Et donc, on est triste, mais on peut pas faire autrement parce que... Mais ce qui est sûr, c'est que... moi, en tout cas, ce que les écrivains et les livres et les écrivains m'ont apporté, c'est qu'ils m'ont tous dit que l'essentiel est dans la vie et pas dans les livres. Mais il fallait lire pour se rendre compte de ça, tu vois.
Donc voilà, donc je nuancerai comme ça. Après, ça dépend de notre définition d'être heureux. Il y en a, le fait d'être triste tout le temps, pour eux, c'est une forme de joie. Donc... Si tu croises un copain, un ami ou un anonyme qui dit moi j'aime pas lire, c'est pas mon truc, tu lui dis quoi? Ça dépend qui est cet anonyme et qui est parce que ça dépend de la personne. Vraiment, ça dépend. Mais j'arrive bien à voir le bouquin qui va plaire à quelqu'un qui n'aime pas lire. Oui. Ouais, souvent. Franchement, mais c'est des livres différents. Parce que les gens ils viennent de milieux socioculturels différents. Comme tu as parlé de mon éclectisme en termes d'artistes et d'auteurs, etc. Mais il y a aussi mon éclectisme dans la vie. Moi, je connais des gens, je sais pas moi, des bandits de la rue, comme la bourgeoise ou le truc. Et c'est des gens qui me sont chers. Je les connais, ces gens-là. Ou la meuf du village reculé, ou le truc. Je les connais, en fait. Et donc, du coup... je me dis, ok, ce livre-là, ça peut lui parler davantage, etc. Et je suis, sans me mettre un peu en avant comme ça, mais je suis assez bon à cet exercice. Tu es un passeur. Tu as même une expression dans le livre, tu parles de toi comme d'un homme pont, d'un homme passerelle. C'est important pour toi, ça. Hein? C'est vital. Est-ce que tu peux un peu décrire cette idée que tu développes dans le livre? C'est assez simple. On vit dans une époque qui compartimente, qui ghettoise, qui dit que c'est comme ça. On a telle couleur de peau, on est truc, on a telle religion, on est tel... Donc on nous met comme ça dans des cases. Même ceux qui, soi-disant, ne devraient pas cultiver ces cases les cultivent quand même. Et moi, mon idée, c'est de dire parce que je fais, donc que ce soit en écriture, en musique, même dans mon être au monde, de rassembler ceux qui, soi-disant, ne se rassemblent pas. C'est de raconter un autre récit national, finalement en écho avec l'Europe, en écho avec le monde. Comment la petite histoire va être en lien avec la grande histoire. Et c'est dans ma manière de concevoir la chose artistique. Tu sais, quand tu cites, tu donnes toutes ces qui sont mes références, c'est pour dire aussi, d'une certaine manière, à quel point il y a plein de portes d'entrée. Mais il y a quelque chose qui nous relie et qui est fondamental. Et je le redis et je le redirai tout le temps, c'est notre humanité. Et finalement, la citoyenneté, c'est un symbole de l'humanité. Tu vois, c'est montré symboliquement. Si on arrive à faire peuple dans notre pays, alors on peut faire humain, rapport au monde. Au début de l'entretien, on parlait du rôle de l'artiste dans la société actuelle. Quand des artistes comme Omar Sy ou Camélia Jordana s'expriment sur des sujets d'actualité et s'en prennent plein la figure sur les réseaux sociaux, tu penses qu'ils se trompent de support, c'est la forme qui pêche? Parce que toi, tu abordes les mêmes questions qu'eux dans ton livre, mais tu le fais de manière beaucoup moins... tu t'exposes peut-être d'une manière différente. Ça veut dire qu'ils se trompent, eux, de support, de lieu? On se trompe jamais à être sincère. À être sincère et dans une démarche empathique et cette envie. Après, je sais pas si Twitter, c'est le meilleur endroit où on peut... Ouais. En fait, c'est ça, le truc. Mais en même temps, moi, je fais partie de ceux... Je parle avec quelques-uns, mais j'ai l'impression que je suis un peu... Bref. Qui pensent que Twitter, Instagram, toutes ces choses-là, pareil, c'est que des outils, en fait. Comment on va réussir à... Et on devrait avoir une réflexion autour de ça. Mais pour moi, Omar... ou Camélia Jordana, s'ils sont sincères dans leur démarche, et ils le sont, ils se trompent pas. Après, qu'importe, on n'est pas responsable de la réaction des autres, mais par contre, on est responsable de... Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper courageux, et donc tout à leur honneur, que de se dire, ok, je vais exprimer, je vais dire des choses, tout en sachant qu'il y a un retour de bâton et tout ça, et je trouve ça fabuleux. Et donc voilà, mais chacun a sa personnalité, chacun a sa manière. Moi, ma manière, elle est singulière, c'est le style Abdelmalik, on va dire. Oui. Mais chaque... et c'est Régis Debray qui dit ça, lui, il dit ce qui compte, c'est le style. Chacun a son style. Oui. Et moi, j'aime la pluralité de styles. Bah, tu le dis très bien dans le livre, je te cite, tu dis l'esthétisme n'est pas l'ornement de la pensée, mais la pensée elle-même. Exactement. C'est super beau. Ouais. Exactement. C'est-à-dire, moi, je fais partie encore... Tu l'as dit un peu tout à l'heure en passant, je suis de ces artistes qui pensent que la forme, c'est le fond, et le fond, c'est la forme. Je veux dire, ça va ensemble. Et notre manière de faire les choses, notre manière de dire les choses, c'est nous, en fait. Donc, donc voilà. Donc, ce que je fais en tant qu'artiste, c'est moi. Les réseaux sociaux, on sent quand même en ce moment
Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs qui prennent la parole et qui s'interrogent sur leurs responsabilités eux-mêmes. On a vu avec Twitter en censurant Donald Trump. On voit que la grande liberté que les réseaux sociaux nous ont apportée, on est tous en train de s'interroger. Est-ce qu'il faut, à ton avis, plus les contrôler ? Est-ce qu'il faut mettre des barrières, ou est-ce que c'est contraire à l'esprit de ces supports-là qui ont apporté, la révolution arabe, qui permettent à des gens à l'autre bout du monde de parler de leurs conditions ? Comment on trouve le juste milieu ? Le juste milieu, ça se trouve pas là en fait. C'est ce qui se passe à côté, en périphérie. Comment on apprend à décrypter ces outils-là ? Comment on comprend leur mode de fonctionnement, d'où ils viennent, etc. Et comment on décrypte ? Et ça se passe où ? Ça se passe à l'école. Donc, si tu veux, moi, je réfléchis. Ces outils, j'ai presque envie de dire qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec ces outils, mais qu'on les comprenne. Et qu'on les analyse, qu'on réfléchisse, qu'on étudie, etc. Et du coup, responsabiliser, on utilisera ces outils autrement. Le truc, c'est que... Et ils le disent, même les gens de la Silicon Valley et tout ça, où on sait qu'eux-mêmes n'utilisent pas nécessairement ces outils-là, qu'à un moment donné, c'est la machine qui nous contrôle. Et à quel endroit on se trouve où on n'est pas contrôlé par la machine. Et donc voilà, ça nous ramène finalement à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, tu sais, dans tout ce que je fais, mon idée, c'est de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est reparler d'éducation, de savoir, de connaissance, de remettre l'humain au centre, etc., etc. Et quand tout ça, de parler de spiritualité, qu'est-ce que la religion, toutes ces choses-là. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on est dans cette démarche-là, ensuite, j'ai envie de dire, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. La spiritualité, la religion, tu as l'impression que c'est de plus en plus difficile d'en parler, que... C'est pas tant difficile d'en parler, c'est que d'abord, on ne sait pas en parler, et les gens qui en parlent, des fois, qui en parlent le plus, souvent, eux-mêmes ne savent pas vraiment ce que c'est. Et encore une fois, ça nous ramène à ce que je te dis tout à l'heure, l'école, l'éducation, le savoir, voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, quelle est la différence entre la religion et la spiritualité ? Partons de base. On devrait pouvoir parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, la religion, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que la spiritualité ? Etc., etc. Est-ce que finalement, l'islam, les trois religions monothéistes, est-ce qu'elles sont si différentes les unes des autres, etc. Et si elles sont différentes, en quoi, etc., etc. Donc ouais, l'étude du fait religieux, mais aussi l'étude de la religion. Parce qu'il y a le fait religieux et la religion, etc. Et puis la spiritualité, c'est encore... Voilà, toutes ces choses-là. Je pense que la vraie question, quand tu me parles de ça, la vraie question, elle est dans le savoir, elle est dans la connaissance. Et quand on est dans le savoir et la connaissance, tout d'un coup, les choses deviennent plus claires. Pour en savoir plus, il faut lire Réconciliation. Moi, en tout cas, j'ai écrit Réconciliation pour ça. Ouais. Pour ça. C'est que Réconciliation, c'est pas le trip d'un type qui serait là, qui tout d'un coup... Non. Réconciliation, c'est très sérieux. C'est quelqu'un qui est en plein milieu, qui est dans l'œil du cyclone, mais qui ne se laisse pas déshumaniser. J'ai envie de te raconter juste une petite anecdote, une petite histoire que peut-être tu connais. C'est Primo Levi, qui est dans les camps, avec tout ce que ça veut dire, mais qui, chaque jour, a le rituel de l'hygiène. Il essaye de se laver les mains, de trucs et tout. Et il y a un des gens qui est avec lui et qui lui dit « Mais ça sert à rien ce que tu fais. » Et lui, en substance, il dit « C'est pour pas oublier que je suis un être humain. » Et je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire parler de littérature, parler de poésie, parler de tenue, parler de retenue, parler d'empathie, parler de réflexion, parler d'école, de savoir, etc. C'est de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains, en fait. Et qu'on n'est pas les avatars d'une machinerie folle qui ferait... On n'est pas par rapport à des possessions matérielles. On n'est pas séparés les uns des autres. On n'existe pas, on n'est pas condamné à exister dans le conflit, etc., etc. Et c'est mon humble fonction. Et les actes parlent plus fort que les mots. Et le nombre de followers ou de trucs ou quoi, c'est pas ça qui fait de nous des êtres respectés ou respectables, etc. Le souverain bien, la beauté.
Voilà ma quête et l'équilibre que j'essaie de trouver à chaque fois. Le souverain bien, la beauté. La beauté. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup, Abdelmalik. Merci à toi. À bientôt. À très, très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!